Le mythe des rétroréflecteurs d'Apollo est un sujet important avancé par les fans d'Apollo pour affirmer que les alunissages étaient réels. Selon ceux-ci, sans ces rétroréflecteurs, il ne serait pas possible de faire réfléchir un rayon laser sur la surface lunaire et de mesurer la distance de la Terre à la Lune. Pourtant, bien avant les missions Apollo, il était déjà possible de recevoir l'écho d'un laser envoyé sur la surface lunaire, ainsi qu'un article publié en 1966 dans le National Geographic Magazine en atteste. Cet article, The Laser's Bright Magic, de Thomas Meloy disait ceci. Il y a 4 ans, un laser rubis, considérablement plus petit que ceux actuellement disponibles, a émis une série de pulses sur la Lune, à une distance de 240 000 milles. Le rayon a illuminé une tache large de moins de 2000 de diamètre, et a été réfléchi vers la Terre avec suffisamment de force pour pouvoir être mesuré par un équipement électronique ultra sensible. Donc, dès 1962, il était déjà possible de faire rebondir un rayon laser sur la Lune, bien avant les missions lunaires, sans qu'un rétroréflecteur soit nécessaire pour ce besoin. Les gens pensent souvent que le rayon laser arrive sur la surface lunaire aussi concentrée que la surface du rétroréflecteur, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Les spécialistes du laser admettent que le rayon laser ne trouve pas immédiatement le rétroréflecteur, car il serait dévié de plus d'1 kilomètre par l'atmosphère terrestre. Alors, imaginez si le laser arrivait sur la surface lunaire aussi concentrée que la surface du rétroréflecteur, ce serait un vrai cauchemar pour trouver le rétroréflecteur, vu l'étendue de la surface de recherche. Et, même si le laser arrivait miraculeusement à le trouver, avec les mouvements combinés de la Terre et de la Lune, il le perdrait aussitôt, il ne pourrait le garder en ligne de mire pendant plusieurs minutes. En fait, après avoir fait tout le trajet depuis la Terre vers la Lune, et traversé toute l'atmosphère terrestre, le laser arrive à se diffracter sur la Lune, et en frappe une surface assez large de plusieurs kilomètres au carré. Même s'il y avait un rétroréflecteur dans la surface frappée, il ne recevrait qu'une fraction extrêmement petite du signal, moins d'un 10 millionième, et il n'en renverrait que la partie correspondante, et contribuerait donc extrêmement peu au signal renvoyé. Maintenant, si le laser est balayé sur la surface lunaire, la qualité du signal retourné n'est pas constante, et varie de manière importante. Il est facile de comprendre pourquoi. Si le laser frappe une partie de la Lune qui est inclinée relativement au rayon laser, les photons traverseront des distances différentes, et ne reviendront pas en même temps. Le résultat est qu'ils apparaîtront comme un nuage de points sur le graphe des photons retournés. Il n'y aura pas de position claire du signal retourné. D'un autre côté, si le laser frappe une partie de la Lune, qui est moyennement perpendiculaire au rayon laser, ou qui inclut une telle aire suffisamment importante, beaucoup de photons traverseront la même distance, et reviendront ainsi en même temps, et formeront une barre concentrée indiquant une position claire. Et le graphe des photons retournés apparaîtra de cette manière, avec une barre concentrée de photons qui sont revenus en même temps, car ils ont traversé la même distance. Cette barre concentrée indique alors une position claire, qui peut être utilisée pour évaluer la distance de la Lune, et suivre l'évolution de cette distance dans le temps. Maintenant, pour que le rétroréflecteur fonctionne de manière optimale, il doit être dirigé aussi précisément que possible vers la Terre, de manière que le rayon laser le frappe perpendiculairement. Deux réglages devaient être faits. 1. Le rétroréflecteur devait être horizontalement tourné en direction de la Terre. 2. Il devait être incliné de sorte que le laser venant de la Terre lui soit perpendiculaire. Alors comment est-ce que ces réglages étaient faits par les astronautes? Les rétroréflecteurs étaient préréglés de sorte que, lorsqu'ils étaient posés sur une base horizontale, ils regardaient vers la Terre, c'est-à-dire que le plan des prismes était perpendiculaire à la direction de la Terre. Donc, tout ce que les astronautes avaient à faire était de régler le rétroréflecteur de manière que sa base soit horizontale, et pour ce faire, ils disposaient d'un niveau à bulles qui pouvait tester l'horizontalité de la base.
Ce niveau à bulle a été cerclé sur ce schéma. Et, pour tourner le rétroréflecteur vers la Terre, il n'aurait pas été très commode de regarder à la fois en bas vers le rétroréflecteur et en haut vers la Terre. C'est pourquoi les astronautes pouvaient régler l'azimut du rétroréflecteur en utilisant un réglage d'ombre solaire qui devait être sur une marque donnée pour que le rétroréflecteur soit correctement orienté. Le problème est que cette ombre solaire n'avait qu'une plage de réglage limitée, qui n'était souvent pas compatible avec l'emplacement du site d'alunissage. La NASA affirme que les rétroréflecteurs d'Apollo marchaient mieux que ceux des Russes, parce que les astronautes avec leurs mains à droite les auraient mieux réglés que les rétroréflecteurs russes. Oh vraiment? Voyons cela. Le site d'Apollo 11 a été cerclé de rouge sur cette carte des sites d'alunissage d'Apollo. Ses coordonnées étaient 0,6875 latitude nord et 23,433 degrés est. Cela signifie qu'il devait être orienté en direction de l'ouest, donc en direction des ombres. Le soleil venait de l'est. Si nous regardons sur la photo montrant le rétroréflecteur d'Apollo 11, AS 1145-1952, nous voyons effectivement que le rétroréflecteur était orienté en direction des ombres, et donc son azimut semble correct. Mais son élévation l'est-elle aussi? Étant donné les coordonnées d'Apollo 11, le rétroréflecteur d'Apollo 11 devait faire un angle de 23,44 degrés avec l'horizontale. Sur la photo montrant le rétroréflecteur, nous avons une assez bonne ligne d'horizon, qui peut être utilisée comme référence pour l'horizontale. Et, si nous mesurons l'angle entre cette ligne d'horizon et l'orientation du rétroréflecteur, nous trouvons un angle de 37 degrés à la place. Cela fait une différence d'environ 14 degrés avec l'angle correct pour que le rétroréflecteur soit dirigé vers la Terre. Ce n'est pas ce qu'on appellerait un réglage précis. À la page 1122 du rapport de mission d'Apollo 11, les ingénieurs ont écrit quelque chose d'hilarant, qui est manifestement une plaisanterie. La bulle n'était pas précisément dans le centre du niveau, mais était entre le centre et la division la plus proche dans la direction du sud-est, indiquant un décalage de moins de 30 minutes d'arc. La bulle permet de régler l'angle d'élévation, et il parle de « direction sud-ouest » qui concerne le réglage de l'azimut. C'est contradictoire. De plus, si la bulle avait été ainsi décalée, l'erreur de l'angle d'élévation n'aurait pas été seulement de 30 minutes d'arc, un demi-degré, mais de plusieurs degrés. Le site d'Apollo 14 a été cerclé de rouge sur cette carte des sites d'alunissage d'Apollo. Ses coordonnées étaient 3,673 degrés latitude sud et 17,465 degrés ouest. Cela signifie qu'il devait être orienté vers l'est, donc dans la direction inverse des ombres. Effectivement, sur cette photo, AS 1467-9356, montrant le rétroréflecteur d'Apollo 14, le rétroréflecteur est orienté en direction inverse des ombres, et donc son azimut semble correct, ou à peu près. Mais est-ce que son élévation est aussi correcte? Étant donné les coordonnées d'Apollo 14, le rétroréflecteur d'Apollo 14 devait faire avec l'horizontale un angle de 17,87 degrés. Si nous mesurons l'angle entre le plan des prismes et la base du rétroréflecteur, nous devrions trouver cet angle, mais si nous le mesurons sur la photo montrant le rétroréflecteur, nous trouvons un angle de 9 degrés seulement, donc la moitié de ce qu'il devrait être. Nous pourrions comprendre que les astronautes ne feraient pas un réglage précis, mais au moins le pré-réglage du rétroréflecteur devrait être précis et correct, et il n'est pas crédible que le rétroréflecteur aurait été pré-réglé avec un angle moitié de ce qu'il devrait être. Dans le rapport de mission d'Apollo 14, à la page 312, nous trouvons la déclaration suivante. L'instrument a été évalué par l'observatoire de McDonald avant le décollage du module lunaire, et un signal de haute qualité a été reçu en retour. Pourtant, nous savons que le laser frappe la Lune sur une large surface, et de plus, le laser devait être balayé un peu pour recevoir un écho. Cela signifie que les astronautes
aurait pu être atteint par le rayon laser, et c'est spécialement dangereux pour les yeux humains. Concernant le rétroréflecteur d'Apollo 15, nous n'avons pas de référence horizontale, et nous ne pouvons donc pas vérifier si l'élévation est correcte. Mais nous avons bien mieux sur cette photo, AS 1585 11468. Le site d'Apollo 15 a été cerclé de rouge sur cette carte des sites d'alunissage d'Apollo. Ses coordonnées étaient 26,108 degrés nord et 3,657 degrés est. Cela signifie qu'il devait être principalement orienté vers le sud. Donc le rétroréflecteur devait être orienté vers le sud, flèche rouge. Les ombres étaient orientées vers l'ouest, donc en direction de la flèche noire, perpendiculaire à la direction du rétroréflecteur. Pourtant, sur cette photo, nous voyons que l'ombre d'Irwin, qui vient recouvrir le rétroréflecteur, est orientée comme le rétroréflecteur. Cela signifie que le rétroréflecteur n'est pas orienté vers le sud, comme il le devrait, mais en direction des ombres, c'est-à-dire vers l'ouest. Il est tourné d'un quart de tour de ce qu'il devrait être, il n'est pas orienté en direction de la Terre. C'est encore pire que pour les rétroréflecteurs d'Apollo 11 et Apollo 14. En dépit de cela, il marchait encore mieux que les rétroréflecteurs d'Apollo 11 et Apollo 14. Enfin, c'est ce que la NASA affirme. Dans le rapport de mission d'Apollo 15, nous trouvons les déclarations suivantes, à la page 26. L'observatoire de McDonald a initialement acquis un signal de retour de l'instrument d'Apollo 15, le 3 août 1971, lorsque les conditions atmosphériques ont permis les tests pour la première fois. Et il n'est pas apparu qu'il soit résulté une dégradation du rétroréflecteur par la mise à feu du module de remontée. Alors, quel est le problème avec ces deux déclarations? Le problème est que les astronautes ont quitté la Lune le 2 août, donc avant que le premier test de tir laser ne soit effectué sur Apollo 15. Dans cette circonstance, comment peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas eu de dégradation du rétroréflecteur entre avant et après le décollage du module lunaire, puisqu'ils n'ont rien pour comparer avec le test fait après le décollage? Cela fait partie du mystère d'Apollo.